Bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de Sunu Label TV, de Label Télévision. Tête à tête revient ce soir pour vous parler de la situation économique du pays, la conjoncture actuellement très difficile. Pour en parler avec moi, M. Modou Ndiaye, il est économiste. Bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonsoir, Madame Lopenda. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Sunu Label. C'est un réel plaisir de prendre part à cette émission. Merci. Alors, je vais d'abord vous demander, comme la coutume le souhaite, de vous présenter aux téléspectateurs. Qui est Modou Ndiaye? Je suis étudiant en Master 1 à la Faculté des Sciences économiques et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop et spécialisé en économie financière quantitative. D'accord. Beaucoup d'étudiants dans ce secteur? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. De plus en plus. Actuellement, nous sommes spécialisés en économie financière quantitative. D'accord. Alors, sans plus tarder, quel est votre constat actuel sur la conjoncture économique du pays? Le constat qu'on a, c'est que la conjoncture actuelle du pays est défavorable. Défavorable dans le sens où il y a trop de chocs. Il y a trop de chocs qui sont mis à genoux l'économie du pays. Premièrement, on peut citer le cas de la Covid-19. Le cas de la Covid-19 qui a mis à genoux l'économie du pays. Après cette crise-là, nous vient l'évasion, ou bien le conflit russo-ukrainien qui a aussi entraîné une paralysie de tous les pays de l'Afrique, notamment le Sénégal. Donc, et tout cela est dû que nous sommes une économie trop dépendante à l'étranger. Toujours dépendant. Nous sommes une économie trop dépendante à l'étranger. Et ça, on peut dire que ce sont des chocs exogènes, mais il y en a aussi des chocs endogènes, notamment les crises climatiques qui sont entraînées, qui ont des répercussions sur la production agricole. Après, il y en a aussi des questions politiques qui ont entraîné aussi une conjoncture défavorable du pays. Voilà. Tout ce melting pot, j'ai envie de dire, n'est pas favorable aujourd'hui. Pour parler un petit peu de la dette du Sénégal, alors oui, actuellement, la dette du Sénégal a largement dépassé les critères de convergence fixés dans l'UEMOA. Actuellement, la dette tourne autour de 74%. Les 69%, 74% du PIB. Les 69%, c'est pour l'administration centrale. Et les 6%, c'est les structures. Les structures, voilà, ce sont les autres structures. Donc, nous pouvons conclure par là que nous avons largement dépassé les critères fixés par l'UEMOA. Et cela est dû, comme je viens de le dire tantôt, cela est dû à la dépendance qu'on a à travers l'étranger, mais surtout à des questions liées à la monnaie aussi. D'accord, comme le franc CFA. Comme le franc CFA, toujours. Bon, c'est une question. Nous sommes toujours dépendants de ce franc CFA. Voilà. De la même manière, beaucoup d'intérêts français sont ici au Sénégal, nous ne l'ignorons pas. Que dire aujourd'hui aussi par rapport au pétrole et au gaz que nous attendons, mais une fois que ce soit réellement exploité, je dis ça entre guillemets, à quoi pouvons-nous nous attendre ces prochaines années? Sénégalais lambda, qu'est-ce qu'il y gagne en fait? D'après les chiffres étatiques, parce qu'actuellement notre déficit tourne autour de 6% à cause des chocs exogènes que je viens de citer. Actuellement, notre déficit tourne autour de 6%. D'après les prédictions, ils ont dit que après l'exploitation en 2023-2024, le déficit va tourner autour de 3%. Donc à sa situation initiale. Parce que tout cela tourne autour des critères de convergence. Parce que les critères de convergence, il y en a ce qu'on appelle une dette plafonnée à 70% du PIB. Il y a l'inflation qui ne doit pas dépasser 3%. Dette publique qui ne doit pas dépasser aussi 3%.
Donc, et on voit actuellement que tous ces critères-là ont été biaisés. Donc, avec l'exploitation du pétrole et du gaz, on espère avoir des lendemains meilleurs. Les lendemains meilleurs, actuellement avec les contrats là, avec les contrats d'exploitation là, ça... C'est pas tout à fait clair dans l'esprit des Sénégalais. Ah oui, vraiment, c'est pas encore clair. Parce que le gaz qu'on partage avec ZTA, qu'on partage avec la Mauritanie, est exploité par les géants britanniques. C'est ça. C'est une bonne source de revenus normalement pour ce pays, de même que l'agriculture, j'ai envie de vous dire. Plus de 60%. Et après, vient un secteur pétrolier aux États-Unis. Les 10%, entre la Mauritanie et le Sénégal partagent les 10%. Chacun a 10% sur l'exploitation. Sur l'exploitation, oui. Et concernant le pétrole, il y a ce qu'on appelle l'exploitation est faite par un géant australien du nom Woodside qui est en train d'exploiter. Mais on espère avoir des lendemains meilleurs parce que les prédictions disent que l'inflation va diminuer, le pouvoir d'achat du ménage va augmenter. Voilà. En parlant du pouvoir d'achat, justement, le panier de la ménagère souffre. Tout le monde se plaint de ça. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski. Comment le Sénégalais lambda, en fait, va-t-il faire pour s'en sortir Ça sera difficile. S'il n'y a pas de baisse de prix, ça sera un peu difficile. Ça sera un peu difficile parce que, comme je viens de le dire à l'entame de mes propos, nous sommes une économie qui dépend de l'extérieur. Et actuellement, la Russie et l'Ukraine s'approvisionnent en termes de céréales, presque 70% en Afrique. Et vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est à négliger. Et pourtant, nous avons tout ici, je pense, ne serait-ce que pour avoir une Après, on va revenir sur ça. Après, on va revenir. Nous avons tous les moyens nécessaires pour créer notre développement inclusif. Mais on voit que ça sera un peu difficile. Même les restrictions ou bien les restrictions prônées par nos gouvernants, ça sera difficile, voire impossible de les réaliser. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'inflation, il y a 3 types d'inflation. Il y a l'inflation causée par le coût. Par exemple, si on crée un produit fini, il y a des matières premières. Il y a des matières premières qui vont créer ce produit fini-là. Et si les matières premières augmentent, on voit que forcément ça va répercuter sur le produit fini. Et il y a ce qu'on appelle l'inflation causée par la monnaie, c'est-à-dire le planche à billets. L'injection excessive de la quantité monétaire dans une économie, ça crée de l'inflation. Il y a ce qu'on appelle aussi une inflation causée par un excès d'offres, c'est-à-dire plus de l'offre que de demande. Donc actuellement, on note au Sénégal que l'offre est supérieure aux demandes, puisque nous sommes une économie de marché. Nous avons une économie de marché. Et l'offre est excessivement supérieure à la demande. Cela crée de l'inflation. Il y en a aussi ce qu'on appelle l'inflation créée par aussi le coût. Créée par le coût. Parce que, comme mon tissu là, tout ce qui a été créé et tout ce qui a été composé mon tissu n'est pas d'origine sénégalaise. Tout est importé à l'extérieur. Donc, vu que tous ces produits-là augmentent, ça va répercuter sur ce que nous portons le quotidien, voire ce que nous consommons le quotidien. Et ce sera pareil donc pour le panier de la ménagère? Oui, ça sera... Sachant que c'est produit ici en fait. Comment? L'agriculture, notre propre agriculture. L'agriculture... Qu'est-ce qui explique justement ce taux d'inflation aussi des prix? Qu'est-ce qui l'explique? Que le panier de la ménagère aujourd'hui souffre tout simplement. Le panier de la ménagère souffre parce que tout simplement nous sommes une économie qui dépend de l'extérieur. Je l'ai dit. Et encore une fois, nous n'avons pas donné, nous n'avons pas fait des politiques, des politiques ou bien de promouvoir ce qu'on appelle l'agriculture au Sénégal. Actuellement, nous avons un excès, d'après les autorités, nous avons un excès
d'oignons et de pommes de terre. C'est ce que disait récemment le ministre. Voilà, nous avons pour une demande de 30 000, pour une demande de 30 000, nous avons 50 000. Pour une demande de 4 000, nous avons 60 000 en ce qui concerne l'oignon et pommes de terre et ainsi de suite. Donc, c'est la dépendance. C'est la dépendance qui fait problème. Et tant que nous n'avons pas lutté contre cette dépendance-là, l'inflation continue à augmenter. Parce qu'actuellement, il tourne autour de 9%. Il a largement dépassé les critères fixés. C'est énorme. Si je parle d'économie, je ne peux pas m'empêcher de parler de politique. Suite aux manifestations récentes qui se sont déroulées dans le pays, on a vu que le pays a stagné pendant 3-4 jours, même plus, parce que jusqu'à présent, nous subissons les conséquences. Suite aux manifestations, il y a eu beaucoup de casses, de vandalisme. Alors, comment ça va se répercuter aujourd'hui sur le vécu du Sénégalais lambda? C'est une, je peux dire que... C'était des pertes de 5 milliards par jour, on nous avait annoncé. Oui, d'après les estimations. Comment nous allons... C'est une manque à gagner qui est très énorme. Alors, vous savez que l'économie est quelque chose qui est fragile. Tout à fait. L'économie aime la stabilité. Pour des questions... Si les questions de sécurité ne sont pas réglées, ça va engendrer des répercussions négatives sur l'économie. Je peux citer l'exemple de la guerre russo-ukrainienne. S'il n'y a pas les questions sanitaires, s'ils ne sont pas réglées, ça va répercuter sur l'économie. L'exemple de la COVID-19. Des questions politiques, s'ils ne sont pas réglées, ça va répercuter sur l'économie. L'économie aime la stabilité. Et je ne vais pas dire le malheur, mais nous avons une économie portée par le secteur informel. Si on parle de secteur informel, c'est-à-dire c'est le secteur qui échappe à la comptabilité des autorités. Donc, ce secteur-là contribue 97% des unités économiques est créé par ce secteur. Ce secteur contribue à autour de 46% du PIB. Mais aussi, ce secteur crée 60% des emplois au Sénégal. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Ce sont des jeunes qui n'attendent plus de l'État, des gouvernements pour pouvoir exister, pour pouvoir travailler. Mais comment faire aussi pour les contrôler un petit peu? Pour les contrôler, ça veut dire que je ne suis pas d'avis qui dit qu'on doit formaliser le secteur informel. On doit le laisser on doit le laisser tel qu'elle est, mais de façon structurée pour que l'État ait ce qu'on appelle une mise, peut tirer des recettes. Peut tirer des recettes. Maintenant, ce secteur-là, avec des questions politiques-là, ça sera un peu difficile pour que le secteur se développe comme il faut. Il faut. Parce que vous savez que l'informel, c'est ma maman. Qui a sa table à côté, c'est mon frère qui a sa moto jack-jack. Voilà, c'est ça l'informel. Et s'il y a des manifestations, ils préfèrent rester chez eux. Bien sûr. Et cela aura des répercussions. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, ils sont informels. C'est un secteur qui est informel. Ils ne veulent pas contribuer. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils sont en train d'avancer. Le secteur informel, il y a de la TVA, il y a des patentes et tout. C'est une énorme contribution que le secteur informel est en train de faire. Alors, les questions politiques vont entraîner des répercussions parce que ces gens-là, au lieu de préférer d'ouvrir leur boutique ou bien d'aller, ils seront obligés parce que la sécurité aussi avant tout. Et c'est ce qu'on a constaté, encore une fois, ces 3 jours. Beaucoup de commerces étaient fermés. Le pays était en arrêt, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, on sent encore que le pays est en arrêt à quelques jours
de la fête de Tabaski. Est-ce que c'est du jamais vu? Je ne sais pas. C'est du jamais vu. Hein? Et le malheur en est que ce sont des questions politiques qui ont entraîné ce phénomène-là. Et si l'économie ne marche pas, on ne peut pas parler de croissance, on ne peut pas parler de développement. Parce que ce qu'on appelle croissance économique et le développement, tout ça se mesure à travers l'économie. Bien vrai que le développement, il y a des phénomènes sociaux qui sont... Le développement est plus large que la croissance. Mais la croissance est mesurée par le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, la richesse créée durant une année. C'est ça qu'on appelle la croissance économique. Donc, la contribution, et ce PIB-là, ce sont les TVA qui le composent. Ce sont les TVA, les patentes et tout là, et les impôts directs là qui composent ce PIB. Donc, si une contribution de 46% dans l'économie du pays est en arrêt, donc ça sera une catastrophe. Pour accompagner ces 46%, vous dites en arrêt total du pays, il s'y ajoute du vandalisme. Beaucoup de casses, nous avons vu aujourd'hui le BRT par exemple cassé, des boutiques, des structures. Ça aussi, quelles sont les répercussions après sur le vécu du Sénégalais? Ça sera un peu... Parce que il est familier de dire que quand on casse, c'est nous qui allons le ressortir de nos poches par ces impôts, par tout ceci. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, mais c'est la pauvreté. Je peux dire que c'est la pauvreté qui a entraîné tout cela, des vandalismes. Nous avons une économie, ou bien nous avons une population extrêmement pauvre. Donc, s'il y a des manifestations, c'est pas, je ne suis pas avec ces gens qui font des saccages et tout là. Parce que les entreprises, les firmes qu'on saccage, ils participent au développement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des travailleurs sénégalais qui sont en train de... Bien vrai que nous ne sommes pas d'accord à leur salaire et tout, qu'on les paye. Nous ne sommes pas d'accord à cela. Mais ils ont entraîné de créer d'emplois. Donc, si on vandalise ces structures-là, cela va augmenter la pauvreté. Augmenter la pauvreté dans la mesure où cette personne-là, ou bien ce travailleur-là, qui travaille sur ces structures-là, vont retourner ces heures, d'où ce qu'on appelle une notion, la chômage. Ça va causer des chômages supplémentaires. Que pensez-vous du programme Xëyu Ndaw ñi? C'est un programme qu'on apprécie dans la forme. Qu'on apprécie dans la forme, mais dans le fond, ça reste. Pourquoi? Mais Xëyu Ndaw ñi, l'État a fait un financement de 450 milliards dans 3 ans. Chaque année, 150 milliards. Oui. Mais vous constatez que la pauvreté continue d'augmenter, non? Oui. Vous constatez qu'il n'y a pas assez de création d'emplois. Donc, je pense que dans la forme, et depuis tous nos gouvernements, depuis Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, les choses qu'ils donnent, les programmes qu'ils donnent, c'est à apprécier. Mais dans le fond, peut-être le côté administratif, tout ce qui est paperasse, c'est le fond qui pose problème. Parce que normalement, ce fameux programme de Xëyu Ndaw ñi devrait avoir un impact significatif même. Directement sur la jeunesse. Sur la jeunesse. Mais vous continuez, mais qu'est-ce qu'ils font ces vandalismes? Quels sont les gens qui font ces vandalismes-là? C'est la jeunesse. Donc, s'il y avait un impact, dites de son nom, donc... peut-être une meilleure organisation, une meilleure orientation, plus light que ce qu'on propose, parce que bon, dès lors, comme je dis encore une fois, qu'il y a un peu trop de paperasse, de formalités, de formulaires à remplir, peut-être que c'est ce qui les freine un peu. Et ou est-ce que réellement aussi, ils ont vraiment accès à l'information? Oui, l'information pose problème.
Parce que ce qui est malheureux avec nos dirigeants là, c'est qu'ils aiment les solutions conjoncturelles. Ils ne travaillent pas sur des solutions structurelles. Par exemple, c'est bien de proposer des choses conjoncturelles. Parce que s'il y a un choc, que ce soit exogène ou endogène, il faut émettre des solutions pour atténuer ce choc. Mais après avoir atténué ce choc, il faut essayer de travailler de façon structurelle. Et nos gouvernants, nos autorités ne font pas ça. Ils aiment des choses qui sont conjoncturelles. Ce programme de Xëyu Ndaw yi là, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. Comment on peut investir dans un secteur où il n'y a pas de formation, il n'y a pas de formation des concernés? Et l'accès à l'information aussi peut-être pose problème? L'accès à l'information aussi. Donc les préalables qu'ils devraient remplir, ça reste. Ça reste. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'ils ne travaillent pas de façon structurelle. Je vois. La situation, on a dit qu'elle n'est pas soutenable actuellement pour les pères de famille. Oui. Ça rejoint encore tout ce qu'on a dit depuis le début. Encore une fois, avec l'approvisionnement des moutons qui n'est pas favorable du tout, on n'en a pas beaucoup vu cette année. Je l'ai dit tantôt, le ministre du Commerce avait fait une sortie à rassurer les populations, disant qu'il y aura suffisamment d'approvisionnement, que ce soit en oignons, en pommes de terre, comme chaque année. C'est peut-être pas accessible à tous, encore une fois. Le père de famille, le Sénégalais lambda, le jeune Sénégalais lambda, que doit-il retenir au final sur la situation économique, encore une fois, que nous sommes en train de vivre, et peut-être une perspective, on va dire, sur le court, moyen terme? Je vois que avec la situation actuelle du pays, avec hormis la dépendance que nous avons. La dépendance, je vais le mettre. Et les autorités là, à savoir Abdou Karim Fofana, lors de sa dernière sortie, je pense que c'était hier ou avant-hier, il a avancé des choses, que je vois que des choses irresponsables, entre guillemets. Parce que comment se fait-il que il a dit que nous sommes autosuffisants en oignons et en pommes de terre. Alors, et le malheur en est qu'il dit qu'il va autoriser l'importation d'oignons, vu que il y a certains producteurs, ou bien il y a certains vendeurs qui gardent leurs oignons pour spéculer, pour anticiper les spéculations. Par exemple, actuellement, ça tourne autour de 11 000, 14 000 le sac d'oignons et pommes de terre. Donc, il a dit que ces gens-là, ils attendent jusqu'à ce que le prix atteigne 15 000 francs pour pouvoir sortir. Pour pouvoir faire bénéfice. Donc, s'il autorise l'importation, ça va les pousser à sortir leur stock. Et je vois qu'un État doit toujours protéger son secteur privé ou bien son secteur informel. Donc, ce qu'il est en train d'avancer là, si c'est fait, ça aura des répercussions plus difficiles pour le panier de la ménage. Donc, je vois que c'est un travail, c'est un travail préalable qu'il faut faire. C'est un travail préalable parce que l'État, parmi ses rôles, il y a ce qu'on appelle l'État régulateur. Si l'État régulait le prix, si l'État mettait des agents partout sur des points de vente pour qu'ils régulent les prix, ça aura pas de problème avec le panier de la ménage, l'inflation qu'on note là, ou bien les spéculations qu'on note là. Donc, tout ce qui pose problème, ce sont des questions politiques. L'économie sénégalaise, bien vrai que depuis les années 60, nous avons une économie qui est en convalescence. Donc,
avec cette convalescence-là, viennent s'ajouter des questions, d'autres problèmes, des questions politiques. Malheureusement, le Sénégal, actuellement, devrait focaliser sur d'autres choses plus importantes que sur des questions en matière d'économie, sur des questions politiques là. Parce que tout ce que vous êtes en train de vivre là, ce sont des questions politiques. Avec récemment les manifestations là, c'est du n'importe quoi. Là. Avant de finir, je vais vous demander aussi en question politique, comment vous trouvez, qu'est-ce que vous avez à dire sur la situation aussi politique, de manière générale. Sur la situation politique. Oui, qu'on est en train de traverser. Ces histoires de troisième mandat, Il n'y aura pas de troisième mandat. En tout cas, il n'y aura pas de troisième mandat. Et il faut que l'État aussi... à quoi pouvons nous attendre dimanche avec la sortie du chef de l'État? Avec la sortie du chef de l'État. Qui sort et nous dit que il va pas faire de troisième mandat. Même s'il annonce Benno Bokk Yakaar gagnant en 2024? Oui, Benno Bokk Yakaar gagnant en 2024 ne veut pas dire que Macky Sall sera candidat. Je pense. Macky Sall ne sera pas candidat. Il faut qu'il prépare un autre candidat pour que... Et aussi, il laisse d'anéantir ses opposants. Macky Sall ne veut pas aller en compétition, ne veut pas aller en compétition avec des politiciens, des purs concurrents, je peux dire, comme le cas d'Ousmane Sonko et tout. Voilà, il faut qu'il laisse de manipuler la justice à des fins politiques. Parce que tout cela aura des répercussions sur l'économie. Encore une fois. Tout cela aura des répercussions sur l'économie. Qu'est-ce qui est les 3 jours là, le 1er juin, 2 juin, 3 juin là, tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de quoi? C'est un procès. Un procès qui nous a bloqué ou bien qui nous a pris en haleine depuis 2 ans. Et on a dit que tout ce qu'on poursuivait, le leader de Pastef... Peut-on s'attendre à de nouvelles manifestations ces prochains mois, peut-être? Oui. Avant les élections? Raison pour laquelle, jusqu'à présent, on ne peut pas avoir assez de moutons à Dakar. Parce que les gens aussi sont rationnels. Parce que quelqu'un qui vandalise, une boutique ne va pas laisser une simple bâche là. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci vraiment. Vraiment, je vous encourage à continuer se lancer parce que je vous ai suivi. Depuis que tu m'as contacté, j'ai suivi comment ça marche l'émission. Et je vois que c'est une émission très intéressante en matière de contenu, vu que c'est une émission qui est multidimensionnelle, parce que ça ne touche pas l'économie uniquement, ça touche là, j'ai vu, vous avez invité des architectes, vous avez invité des politiciens et tout. Donc je vous encourage et de souhaiter le meilleur à Sunu Label TV. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un prochain invité, une nouvelle thématique. Très bonne fête. Merci, à bientôt.